Bonjour à tous. Il est 14h30. Nous commençons cette très intéressante séance sur la chirurgie de la main et du poignet. Elle est organisée par François Schoenberg, qui va venir animer la séance à côté de moi. Elle est modérée par Michel Merle, qui va modérer la séance de Luxembourg, pour des raisons épidémiques que vous connaissez. Je passe la parole à notre secrétaire Hubert Joannet, qui a un livre à vous présenter. Oui, l'usage est d'avancer les livres écrits par les académiciens. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas d'un académicien, mais nous avons invité, à l'occasion de, entre guillemets, le premier anniversaire du Covid, le professeur Antoine Flao, qui est un épidémiologiste mondialement reconnu, d'origine française, qui a été en poste à Tours et puis à Paris, avant d'être maintenant à Genève, a fait une conférence la semaine dernière sur ses réflexions à propos de cet événement qui a bouleversé toutes nos vies. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Bal masqué, de ce dont il veut parler. Et donc, nous voulions diffuser cet ouvrage. Et nous vous précisons que nous allons diffuser et rediffuser ce webinaire sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et d'autres. Ces réflexions nous ont paru très intéressantes et c'est l'occasion pour nous de le remercier. Est-ce que tu peux présenter le livre? Est-ce qu'on le voit? Oui, je l'ai présenté, voilà, je le représente. Voilà. Il est en librairie, parce que les libraires sont ouverts, me semble-t-il. C'est la première nécessité. Les dernières informations. Alors, nous passons maintenant la parole au secrétaire annuel pour nous présenter le résumé des communications de la semaine dernière, dont le sujet portait sur l'épaule, si je me souviens bien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la semaine dernière, l'Académie de chirurgie a présenté les innovations digitales au service de la chirurgie de l'épaule, une séance coordonnée par Philippe Valenti. La première présentation venait de Pascal Boileau, de Nice, planification préopératoire d'une prothèse d'épaule. Les logiciels de planification permettent de définir la stratégie en décidant de la prothèse la plus adaptée, de définir la tactique en planifiant la chirurgie et de prévoir la technique en choisissant la meilleure position, taille et orientation des implants. Ils sont utiles dans la mise en place des deux grands types de prothèses de l'épaule, anatomiques et inversées, cette dernière étant indiquée quand la coiffe et l'os sont suffisamment conservés. Ils améliorent la précision du positionnement dont les résultats fonctionnels dépendent directement. Ils permettent de réduire le risque de décèlement protectif. Par ailleurs, ces logiciels ont un intérêt pédagogique permettant aux internes de comprendre les différentes options. Enfin, ils permettent une réduction de coûts en diminuant le stock de matériel hospitalier. Beaucoup de questions suite à cette présentation. Notre président a fait un commentaire. Des réflexions sont actuellement menées conjointement avec l'Académie de médecine quant à l'importance de l'enseignement de l'anatomie, quelle que soit la spécialité. Philippe Valenti, le numérique pourrait aussi aider pour l'apprentissage de la dissection nécessaire dans l'abord chirurgical de la glène. Or, ce logiciel concerne l'os, quid de l'étude de l'état des parties molles. Un travail est en cours sur la quantification de l'infiltration graisseuse des muscles de la coiffe. Notre secrétaire Hubert Joannet, comment s'est déroulée la création de ce logiciel et comment les internes apprennent-ils à s'en servir? La conception du logiciel a représenté un travail de 10 ans avec un ingénieur, aboutissant à la création d'une entreprise. L'idée étant de permettre aux chirurgiens de pouvoir planifier sans avoir à recourir, comme à l'époque, à d'autres ingénieurs. Les jeunes apprennent avec, tous les jours, même en consultation. Notre président Henri Coudane, concernant le module glénoïdien réalisé sur mesure, cela coûte-t-il cher? Le prix des implants patients spécifiques sur mesure est élevé. C'est pour cela que je fais beaucoup de bio-RSA, me servant de l'os du patient, prélevé en numéral et positionné en glénoïdien. C'est reproductible et fiable. Notre vice-président Albert-Claude Benamou. Qu'attendez-vous de l'IA, l'intelligence artificielle? Quid de la robotique? Et enfin, les implants pourraient-ils être réalisés en impression 3D? L'intelligence artificielle permettrait une automatisation de la planification. La robotique n'est pas encore à l'ordre du jour dans cette articulation qui est profonde, difficile d'accès. Les implants imprimés sont déjà utilisés. L'idéal serait bien entendu d'avoir l'imprimante directement au bloc opératoire. Enfin, Gérard Morvan,
Le logiciel se concentre sur l'articulation véno-humérale, puis de la scapulo-thoracique dans les kyphoses dorsales. Effectivement, cela commence à être pris en compte. Il a été montré que chez les patients kyphotiques, pour obtenir la même mobilité, il faut diminuer la rétroversion. Intervention ensuite de Pierre-Henri Furin sur la navigation préopératoire d'une prothèse d'épaule. La navigation est le prolongement naturel de la planification basée sur le scanner préopératoire. Une méthode est décrite ainsi, basée sur des capteurs fixés sur l'instrumentation conventionnelle, permettant l'accompagnement au fraisage, au perçage du point d'introduction et au placement des vis. Une première étude a été réalisée avec comparaison entre planification et scanner post-opératoire. Une différence inférieure à 2 degrés seulement a été mesurée pour la version et pour l'inclinaison. Concernant les résultats cliniques, ils sont équivalents dans le cas de prothèses anatomiques. Par contre, ils sont nettement supérieurs pour ceux ayant bénéficié d'une prothèse inversée. Enfin, la durée opératoire n'est allongée que de 3 minutes pour la prothèse anatomique et 1 minute pour l'inversée. Question de Philippe Valenti. Avez-vous eu la possibilité d'étudier les résultats pour des cas complexes? Cela nécessite un recul encore plus important, un grand nombre de cas ainsi qu'un plus grand nombre de repères anatomiques lors du repérage. Maxime Ross, en pratique, comment se déroule l'étape de calibration? Une fois la voie d'abord réalisée, un capteur infrarouge est positionné sur l'apophyse coracoïde, puis un repérage sur point osseux est réalisé au niveau même du champ opératoire. Secrétaire Hubert Joannet, le service médical rendu est facilement évaluable dans d'autres chirurgies. Quid lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une chirurgie fonctionnelle? Réponse, on tient compte de bénéfices substantiels. Auparavant, les paramètres étudiés concernaient la mobilité. Désormais, on axe plus sur le ressenti et la capacité de réaliser des tâches et des activités de la vie quotidienne. Communication de Jean-David Vertel, prothèse d'épaule et réalité mixte. Les différents types de navigation sont définis par la méthode de tracking utilisée. Optique, avec caméra infrarouge, mais ce n'est pas adapté au milieu invasif. Électromagnétique, mais ne fonctionne pas dès qu'on utilise un moteur à proximité. Et plus récemment, vidéo, utilisant cette fois-ci la reconnaissance d'un QR code. Le but étant d'ajouter des informations en superposant l'imagerie à l'anatomie du patient. Ce dernier tracking, vidéo, pourrait être utilisé avec des lunettes de réalité augmentée. Mais cet outil n'est pas suffisamment précis à l'heure actuelle. La précision de la projection est de l'ordre de 6 mm. Il est alors proposé une navigation vidéo projetée sur un écran. Question Maxime Ross. La réalité virtuelle qui est pour l'apprentissage peut présenter différents types de contenus, pas seulement des images de synthèse. Je préfère ne pas dissocier la réalité mixte de la réalité augmentée, cela ajoute de la confusion. L'approche que vous présentez est très intéressante. Pour l'instant, il y a toujours des capteurs. Avez-vous une notion de recherche computer vision qui permettrait de s'affranchir de ces capteurs en chirurgie? Tout à fait, c'est un axe de recherche. Pascal Boileau, commentaire. Des années 90 aux années 2010, nous avons vécu une époque d'amélioration du hardware, c'est-à-dire des implants. Désormais, le travail se concentre sur le software, le logiciel. 90% des prothèses d'épaule sont posées par des chirurgiens qui ne sont pas forcément surspécialisés et n'en font in fine que 5 à 10 par an. Ici, le software va pouvoir les aider. Communication d'André Niederberg, simulation et entraînement à l'arthroscopie. Depuis la loi de 2017, tout chirurgien arthroscopiste doit s'entraîner d'abord sur simulateur. La simulation accélère la courbe d'apprentissage et améliore la sécurité des patients. Le simulateur présenté ici est hybride. Il s'agit d'un modèle anatomique physique artificiel associé aux instruments classiques avec retour haptique, c'est-à-dire le retour de force à la sensation tactile, ce qui permet in fine un maniement réaliste. Sont mesurés lors de l'utilisation les distances, le temps, les effets iatrogènes induits. Une étude scientifique a démontré de meilleurs résultats sur la formation lorsque l'utilisation de ce simulateur s'inscrit dans un curriculum pédagogique. Philippe Valenti, le succès d'intervention est lié à la possibilité de répéter encore. Combien de simulateurs de ce type sont répartis en France et combien coûtent-ils? Pour l'instant, une dizaine, ils coûtent une centaine de milliers d'euros, on connaît ça. Jacques Hubert, commentaire. Nous avons utilisé ce type de simulateur aussi en neurologie, il est effectivement très intéressant aussi pour l'apprentissage de la cystoscopie. Enfin, dernière communication de Philippe Valenti, Paris. Plateforme d'éducation, Schunder 3T et formation à la chirurgie de l'épaule. La chirurgie de l'épaule est très spécialisée. Les évolutions par rapport aux modalités d'apprentissage antérieures sont flagrantes. Le nombre de services formateurs diminue, les contraintes administratives augmentent et l'obligation de repos compensateur participe à diminuer le temps alloué à l'apprentissage. Par ailleurs, il existe désormais une profusion de littérature et de congrès. Le compagnonnage est encore plus important pour, en plus de ce qu'il permettait jusqu'à présent, aider les étudiants à se repérer dans ce flot continu d'informations.
Une plateforme en ligne spécialisée a été créée en 2018 pour permettre de rassembler les différentes données, visualiser des techniques, des présentations, des webinaires, ainsi que des discussions internationales autour de cas cliniques. Enfin, la conclusion de notre président, Philippe Marr, la session a été très enrichissante et les enseignements regroupent les préoccupations actuelles de l'Académie, avec plusieurs rapports qui ont fait le fruit d'un travail en 2019, le rapport sur la chirurgie robotique, en 2020 la formation des chirurgiens, et en 2021 la pratique interventionnelle. Ces rapports déboucheront sur une modélisation des lieux de formation à la chirurgie, publique et privée, véritables écoles de chirurgie avec l'utilisation des différents types de matériel et la participation des différents experts. Merci beaucoup Maxime de cette très bonne présentation. Vous avez tous noté que cette séance a été exceptionnelle de rigueur, d'innovation et d'enseignement pour l'avenir de notre métier.